Le kiosque d'Europe 1, je vous présente la bande. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Guillaume Janton qui regarde la télé pour vous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et avec l'opinion qui résume à sa manière l'actu du jour. Je vous donne le titre en une. Ces ministres qui plombent l'ambiance sont donc convoqués en première page. Marisol Touraine qui doit faire face à la colère des buralistes sur le paquet neutre et évidemment... je vous le donne en mille. Stéphane Le Foll. Bien évidemment. La crise de l'élevage se retrouve d'ailleurs encore ce matin en une de pas mal de vos journaux. La Croix, est-ce la fin d'un modèle? Le Parisien, mange-t-on si peu français? Le Parisien qui est allé mettre son nez dans les commandes de chez McDo. La chaîne de fast-food fait régulièrement sa pub en expliquant qu'elle propose des produits français. Eh bien, d'après la Fédération française nationale bovine, en réalité, 52% des steaks hachés vendus par McDo seraient d'origine étrangère. Y aurait-il tromperie sur la marchandise? Si le patron de McDonald's France nous écoute et veut venir répondre à cette question, on l'accueille volontiers demain matin ici même. Je lance l'invitation. Et puis un mot de cette photo en une du Figaro. Un randonneur seul au milieu des montagnes alpines. L'image est très belle. Le titre beaucoup plus inquiétant. Des neiges de moins en moins éternelles. Le journal donne ce chiffre. Depuis 1900, la température dans le massif alpin a augmenté de 1,8 degrés. C'est le double de la moyenne mondiale et la conséquence est logique. Les glaciers sont en train de fondre. Jeanne Daudet, la presse régionale, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Alors d'abord une question, êtes-vous sujet aux piqûres de moustiques? Oui. Oui. Je vois Anissa qui hoche violemment la tête. Oui. Oh que oui. Alors Anissa, il y a un article de Midi Libre qui est fait spécialement pour vous ce matin. Article où l'on découvre le test de bornes anti-moustiques, les BAM, au Sambuc, un hameau près d'Arles. Une innovation que l'on doit à des ingénieurs de Saint-Rémy-de-Provence et qui aspire les moustiques. Ah oui. 11 BAM ont été installés dans ce hameau, une tous les 80 mètres. Et le principe est assez simple. L'idée, c'est de faire croire aux moustiques que la borne est en réalité un humain. D'abord, elle reproduit notre expiration. Elle dégage du dioxyde de carbone que le moustique peut détecter à 60 mètres. Et pour finir de les attirer, la borne dégage une odeur de phéromone mâle. La maître moustique femelle, par l'odeur alléchée, va se rapprocher de l'étroite cheminée qui surplombe la borne. C'est à ce moment-là qu'il va se faire aspirer. C'est incroyable, c'est génial comme idée. Mais il y a quand même une question, est-ce que ça marche? Et ce projet est testé depuis le 8 juillet. Il a passé haut la main le test du mollet. Et là, vous allez me dire, Qu'est-ce que qu'est-ce que le test du mollet? C'est bien, vous suivez. Vous laissez votre mollet nu dans une zone non démoustiquée 10 minutes. Bon, Anissa, vous êtes moi, c'est recouverte un de carnage. boutons. Vous faites la même chose dans une zone où la borne agit, et puis vous comparez. D'après un biologiste, dans les endroits fortement touchés, on estime que la BAM réduit les nuisances de 70%. Donc c'est plus efficace que les tapettes ou les bougies à la citronnelle, mais c'est aussi un peu plus cher. Coûte ce test 65 000 € tout de même. Mais c'est gros, c'est borne, c'est moche, ça C'est ressemble pas à quoi? très joli, mais c'est de la taille d'un radar, voilà. c'est à peu près ça. C'est de la taille d'un radar. Est-ce que ça marche aussi si on met pas le mollet? Je sais pas, mais moi j'en veux bien une chez moi en tout Moi cas. aussi. Merci Jeanne Daudet. Samuel Etienne, la une de la presse internationale ce matin. Oui, Maxime, aujourd'hui c'est la une d'un journal sud-africain de Star et ce titre choque: le train de l'horreur. Alors ça s'est passé mardi à Johannesburg. Un lycéen de 19 ans est décédé en tombant d'un train entre deux wagons. Alors je sais, ça ressemble comme ça à un banal, à un tragique fait divers, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Ce garçon est en fait la dernière victime d'un jeu très populaire auprès des jeunes noirs sud-africains, le train surfing. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, ça consiste à jouer avec le train, à sortir par la fenêtre des wagons, en marche bien sûr, monter sur le toit, pour les plus téméraires, danser sur le train en esquivant au dernier moment les caténaires, les câbles électriques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de telles pratiques dans d'autres pays du monde, mais c'est en Afrique du Sud qu'est né ce sport. Ah, c'est un sport en fait. En tout cas, c'est comme ça que le présentent ces jeunes Sud-Africains, souvent issus de milieux pauvres, comme un sport, voire comme un art. C'est une manière pour eux, disent-ils, de s'exprimer, de montrer leur courage, d'impressionner aussi leurs amis, d'impressionner les filles. Et la France n'est pas épargnée. En début de semaine, un ado de 17 ans s'est blessé en sautant d'un train dans le Val d'Oise. Et début juin, un garçon de 14 ans a trouvé la mort dans ce même département, dans les mêmes circonstances. Sur Twitter, avec le hashtag E1 Matin, j'ai mis en ligne la une du Star, ainsi qu'un court-métrage sur le train surfing avec des témoignages de Sud-Africains dont certains, vous le verrez, ont payé très cher cette danse avec la mort. Et voilà ce qui fait ce matin la une de la presse internationale. Merci beaucoup Samuel Etienne. L'Écho, Emmanuel Dutheil.
Eh ben moi je vais vous parler d'un sujet très concernant à 7h20 le matin. Je vais vous parler de café. On en est tous à peu près à notre 8e. Ce bon non. vieux café. Non. Pas Non, vous, Maxime. Pas Maxime, c'est du Seul. thé. Et Anissa Et non plus. Anissa Moi non plus, ouais. Bon, et ben alors Tout le tous monde ceux a qui quoi, toi boivent du café, mais pourquoi donc je vous parle de café ce matin? Eh bien parce que la marque la plus consommée en France va passer sous pavillon italien. Alors déjà, est-ce que vous êtes capable de me citer, d'après vous, quelle est la marque de café la plus consommée en France? C'est La What carte Else, non noire. Aucune idée. Celle de Georges Lavazza. Clooney. Carte noire. Mais non, c'est c'est pas ça. carte noire. Ah, Carte bonne noire. réponse Bonne de Jeanne réponse. Daudet. À elle seule, la marque représente quand même 20% des ventes. Donc ce matin, un café sur 5 bu à la maison est un café carte noire. La marque appartient en ce moment à un groupe américain, mais ce groupe veut se marier avec un autre spécialiste du café qui est néerlandais. Et du coup, pour ne pas être trop gros et donc pour ne pas se faire bloquer par les autorités de Bruxelles, il a décidé de vendre carte noire. Et donc c'est un Italien qui va mettre la main sur cette marque mythique. Ouais, cet italien, on le connaît tous également, hein, c'est Lavazza. Ah bah oui. Le groupe familial qui fête par ailleurs cette année ses 120 ans propose selon les Échos environ 800 millions d'euros pour acheter carte noire, hein, ça coûte quand même assez cher. Au-delà de la marque, il va reprendre aussi l'usine de Lavérune dans l'Hérault qui fabrique ce café. Alors ce n'est pas encore totalement officiel, mais les Échos ont l'air quand même assez sûrs de leur coup ce matin. Pour Lavazza, ce rachat va lui permettre de résister à la concurrence des grands groupes mondiaux. Il va en effet être leader en France, assez logiquement, grâce à ce rachat. Puis c'est important parce que l'on boit beaucoup de café en France. On est le 4e marché mondial et le 2e marché européen derrière l'Allemagne. Et j'ai découvert en préparant cette chronique la force du café. Alors je parle pas de goût, hein, mais chaque jour, 2 personnes sur 3 consomment du café dans le monde. Bon, je vous laisse, moi j'ai un café à aller prendre justement. Vous avez carte blanche. Ah oui, joli. Merci Samuel Etienne, bravo, elle est très très bonne celle-là. Merci Emmanuel Dutheil. Guillaume Janton à la télé ce soir. Vous avez choisi pour nous ce soir Envoyé spécial, 20h50 sur France 2. C'est un mythe Envoyé spécial. C'est un mythe avec ses 2 présentatrices et ce soir plusieurs thèmes au sommaire des carnets de voyage du magazine d'information présenté par Françoise Joly et Guylaine Chenu. Parmi eux les buffets à volonté qui cartonnent pendant les vacances et puis un autre thème qui a retenu mon attention, les Chinois qui découvrent le camping. Guillaume, justement, dites-moi si je me trompe, je crois que la mode du camping est en plein boom en Chine. Eh bien, ça tombe bien que vous me posiez cette question, Samuel, puisque j'allais poursuivre ma chronique dans ce sens. En même temps, rien d'étonnant, puisque c'est une question que je vous ai écrite sur un bout de papier il y a 10 minutes. Ah bah non, il faut pas donner les ficelles. Alors 15 ans après l'arrivée des congés payés, et alors qu'un Chinois sur 2 est citadin, la nouvelle classe moyenne de l'Empire du Milieu raffole de ce nouveau type de vacances. Mais qu'est-ce qui plaît tant aux Chinois dans le camping, au juste? Écoutez la réponse de Yuli, une jeune femme partie camper sur une île déserte au large de Jiangjing. Que cherchez-vous ici? Le plaisir d'être dans la nature, loin de la ville. Ça change. Voilà, Huang Huangqing qui veut dire bien sûr ça change en chinois, hein, mais ça vous l'aviez compris, puisqu'ici vous avez tous fait mandarin LV1. Bah bien sûr. Alors le camping en Chine est un marché en pleine explosion, pas vrai la voix off de l'émission? Eh oui, ça cartonne. Grosse ambiance cette voix off. Hein. Alors ça cartonne, mais pas toujours. Si certains investisseurs se lancent dans la construction de dizaines de campings de luxe dans toute la Chine, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. C'est le cas de Madame Wu qui vend des caravanes aux Chinois, enfin plutôt qui essaie de leur en vendre. Vu le bilan actuel de son business, à mon avis, il va falloir penser à se réorienter. Depuis 3 ans qu'elle s'est lancée dans le business, elle n'en a vendu aucune. Un beau succès pour ces caravanes. Et pour finir, je vous ai déniché une campeuse chinoise très particulière. Alors normalement, quand on arrive au camping, on est heureux quand il y a une piscine, un espace de jeu ou encore un spectacle de Julien Courbet. Mais elle, c'est autre chose qui la remplit de joie quand elle découvre son lieu de vacances. Et attention, écoutez bien, on dirait un extrait de Koh-Lanta. Vous avez trouvé quoi? C'est la nourriture, la viande, les ailes de poulet. Regardez les gars, il y a même du jambon. Incroyable. Voilà, vous l'avez compris, ce soir on parle de camping à la télé et pour une fois c'est sans Laurent Ournac, alors vous n'avez aucune raison de ne pas regarder. Voilà, Envoyé spécial à 20h50 sur France 2. Camping ce week-end, Guillaume Janton? Oui, absolument, tous les week-ends. Moi. Lequel Le camping des Flots Bleus, bien sûr. Bien évidemment. Excellent. Merci beaucoup à vous 4. C'était le kiosque sur Europe 1.